Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au balado Tour à Tour. Je m'appelle Sarah, je suis agente de communication au service de la mission et du recrutement de l'UDM et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer cet épisode et de discuter avec deux membres de la communauté étudiante de l'UDM, Yin Ali au baccalauréat en droit et Roxane Bouchard au baccalauréat en psychoéducation pour discuter de la place de la santé mentale dans la vie étudiante. Roxane et Yéna, bonjour, bienvenue au balado. Allô! Donc, quand on pense à l'université, on s'imagine souvent un beau et grand milieu stimulant, mais par moments, puis c'est tout à fait normal, je tiens à le préciser, on peut y vivre du stress, des craintes ou même des remises en question. Donc, selon toi, Roxane, quels sont les contextes qui peuvent causer ces émotions-là? Mais c'est sûr qu'en contexte universitaire, les remises de travaux, les examens, les sessions, fin de session, tout ça, il y a beaucoup de choses à faire en même temps. Ça peut vraiment être contributeur de stress et d'anxiété. En ce qui me concerne, il y a beaucoup aussi le sentiment de solitude. Moi, je m'identifie comme une étudiante qui est un peu en marge là, de l'étudiantisme de mon programme parce que c'est un retour aux études pour moi. J'ai beaucoup d'expérience. J'ai pas le même âge qu'eux. J'ai des enfants. Je suis un parent étudiant. Fait Oui, je comprends tout à fait. Toi, Yéna, c'est sûr que ta réalité est un peu différente. C'est quoi les contextes, justement, qui peuvent occasionner des émotions comme ça pour toi? C'est sûr que pour moi, c'est vraiment les périodes de l'examen. Parce qu'en droit, c'est vraiment différent des autres programmes de sciences humaines ou de sciences naturelles même. Parce que habituellement, on a juste 2 examens. Alors, c'est vraiment stressant. C'est ça, d'écrire tout ce qu'on sait en 3 heures, puis savoir que c'est vraiment la dernière shot que tu as pour augmenter tes notes ou pour avoir même, c'est ça, pour réussir. Alors ça, c'était vraiment stressant, mais aussi pour moi, personnellement, moi, je suis plus anglophone. Le français, c'est ma 3e langue. Alors pour moi, c'était vraiment un gros défi de commencer dans un programme vraiment contingenté, mais dans une langue où j'étais pas nécessairement très confortable. Alors ça, c'était aussi une source de stress pour moi. Puis, ouais, en droit, c'est vraiment compétitif au début, mais je pense que je commence à m'intégrer. Puis je commence à réaliser aussi que il y avait j'avais en fait beaucoup de stéréotypes envers les gens en droit aussi. Puis je réalise que c'est vraiment des gens tout à fait comme normal ou comme pas différents des autres. C'est ça. On peut paraître un peu plus compétitif, mais je sais que quand je parle avec mes amis, c'est vraiment pas le cas. Ouais. OK, c'est rassurant à savoir tout ça même. Super, donc on s'en sort au final. Comment est-ce que vous faites généralement pour soulager vos symptômes de détresse, de tristesse, de stress ou même d'anxiété quand vous en vivez? Ben, pour moi, je pense que c'est vraiment important de reconnaître ce sentiment. Parce qu'avant, je pensais que j'étais trop, mettons, faible quand je me sentais trop stressée. Mais j'ai appris avec le temps que c'est vraiment bien de s'asseoir avec ce sentiment et de savoir que c'est normal d'avoir ce type de sentiment aussi. Je reçois aussi beaucoup de courriels parce que les ambassadeurs envoient des courriels personnalisés qui sont thématiques. Puis, je reçois quand même beaucoup de réponses des étudiants qui me disent c'est vraiment bien de savoir qu'il y a d'autres personnes, d'autres étudiants qui sont dans la même situation. Alors, je pense que la reconnaissance, c'est un facteur qui peut être important. Puis, sinon, pour moi, le sport, c'est vraiment quelque chose d'important. En première année au bac en droit, je vais être complètement honnête, j'ai comme pas fait de sport. Avant, j'étais quand même une personne sportive, mais on dirait que je pensais que j'ai pas le temps pour le sport. J'ai comme créé une idée qui est complètement fausse. Alors, ouais, alors depuis, je pense, c'était mai ou avril l'année passée, je cours vraiment beaucoup. Je fais la course avec mes amis aussi, mais seule aussi. Ça, je pense que j'aime les deux, en fait. Puis, avec mes amis, on a fait le marathon de Montréal, le 10 km en septembre. Puis maintenant, on s'entraîne pour le demi-marathon à Ottawa. Alors, c'est vraiment excitant. Ouais. On dirait que tous nos amis maintenant font la course. C'est comme on était juste 2 à le faire. Puis après, tout le monde s'est joint. Vous avez C'est ça. C'est bon, donc pour toi, le sport, ça prend quand même beaucoup de place là, dans ta vie. Super. Et pour toi, Roxane, est-ce que c'est comme ça aussi ou c'est complètement différent? Ben, moi, je suis pas vraiment dans le sport, là. En fait, je cours parce que ça va pas bien. Il y a quelque chose qui se passe, ça, c'est sûr.
Mais moi, je suis plus dans... Tu sais, ce que Yana a dit, c'est important de reconnaître, effectivement. Moi, je suis vraiment là-dedans. Le sommeil, c'est vraiment super, super important pour moi. Jamais, jamais, jamais je vais négliger mon sommeil pour quoi que ce soit. Ouais. Faire des travaux toute la nuit, non. C'est ça fait pas partie de moi. De toute façon, la qualité va pas être là de toute façon. Fait que ça fait pas partie. J'apprends à arrêter quand c'est le temps. Quand ça fonctionne plus, quand mon cerveau, il peut plus ou que je fais juste écrire des affaires qui font pas de sens, c'est le temps pour moi d'arrêter, de faire d'autres choses, de prendre du temps pour moi, d'écouter un film, d'aller voir mes amis, d'aller marcher dehors. Tout ça, c'est super important. Je suis vraiment dans... Parce que c'est un défi pour moi. Fait que de reconnaître quand c'est le temps d'arrêter, puis de le faire. Ça, c'est vraiment un défi. Mais ça arrive. Pour moi, c'est ça. Mais c'est important de ne pas oublier que tout passe. Le beau passe, le moins beau passe. Un jour à la fois, quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire là, en fin de session, ça peut être difficile, mais une petite chose à la fois. Il faut décortiquer l'éléphant là, avant de le manger. Oui, je suis tout à fait d'accord. Justement, vous avez parlé un peu de trucs ou d'astuces pour que ça aille mieux. Avez-vous d'autres astuces pour instaurer des routines saines tout en respectant ses limites? Oui, pour moi, je pense que j'ai appris un peu de hard way, comme on dit, mais d'apprendre à dire non, c'est super important. Alors, pour moi, j'ai dû apprendre à dire non des fois. Si, mettons, dans mon emploi d'ambassadeur, il y a des projets qui ont l'air super intéressants, mais je sais que j'ai des travaux à remettre, j'ai des choses à faire, je vais dire non, même si je sais que j'aurais aimé le faire. Des fois, c'est vraiment difficile de se donner des limites parce qu'on sait qu'on va avoir du plaisir en faisant des choses, mais je pense que c'est aussi important de prendre le temps de... Des fois, rien faire aussi, ça peut aider. Comme moi, je bloque des temps, par exemple, les vendredis soirs ou matinée, les samedis. J'ai comme un bloc pour rien faire. Alors ça va être des périodes où je vais comme vraiment rien faire ou des fois... je vais rattraper des choses parce que je pense que même si tu essaies de t'organiser, comme Roxane avait dit avant, c'est vraiment facile de ne pas être à jour avec tout. Alors, c'est quand même très important de bloquer ces temps pour se rattraper. Il faut quand même être assidu. Mais voilà, je comprends. Roxane, tu avais quelque chose à ajouter? Mais je pense que c'est super important aussi, le réseau. Par exemple, moi, dans ma situation de famille, je pourrais pas tout faire ça si j'avais pas quelqu'un qui m'appuyait derrière puis qui était là pour supporter tout ce que je suis pas capable de faire parce que je viens à l'université puis que j'ai des travaux à faire, tu sais. C'est aussi ça, puis d'être capable de lever la main puis de nommer ce qui va pas, ses inconforts, même à ses enseignants, ses professeurs, ses collègues, si on travaille en équipe, d'apprendre à faire « Hey guys, moi ça là, ça fonctionne pas, je suis pas capable, tu sais, je m'étais engagée pour ça, mais finalement, là, j'y arriverai pas. » C'est bien, habituellement, c'est vraiment mieux vu de le dire que d'arriver ou de le faire tout croche. Oui, d'accord. En même temps, pour moi, en tout cas, je me sens mieux aussi si je suis capable de le dire, faire hey, je m'excuse, mais ça, là, ça fonctionne pas. Je suis pas confortable avec ça ou je suis pas à l'aise ou ça me rend inconfortable. Ça une des bonnes façons de le dire, là, mais au final, ça m'enlève beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules. Oui. Et finalement, je terminerai en vous demandant quelles sont vos activités préférées à faire en groupe à l'université pour vous amuser ou pour vous intégrer même? Alors, outre que les sports, j'avais une activité qui m'a vraiment inspirée. J'étais là, en fait, en tant que mon job d'ambassadeur, mais j'ai quand même vraiment beaucoup aimé l'activité. C'était l'activité de parrainage étudiant. Alors, dans le fond, ce que c'est en fait d'être parrainé pour les nouveaux étudiants de première année. Mais ils vont être jumelés avec des gens qui ont plus d'expérience, mettons des étudiants de deuxième année ou troisième année ou même en maîtrise ou en doctorat. Habituellement, ça va être en deuxième, troisième année du bac, mais c'est les gens qui te ressemblent plus, en fait. Alors, moi, j'ai particulièrement aimé ça parce qu'on a fait beaucoup d'activités du fun. Par exemple, je me souviens, la première que j'ai faite, c'était juste une discussion à Saint-Toublon, mais c'était quand même bien de savoir rencontrer des gens, surtout pour moi, parce que je suis tout le temps dans ma faculté, je suis tout le temps avec les gens en droit seulement. Alors, c'était vraiment intéressant de rencontrer d'autres gens. Mettons, il y avait quelqu'un de cinéma, de philosophie, de médecine, bonne chance d'apprendre à connaître d'autres personnes.
Puis en octobre, on a fait un événement de citrouille, de pumpkin carving. Alors ça, c'était vraiment le fun. Puis il y a beaucoup d'étudiants aussi qui viennent de l'étranger, des étudiants en échange. J'ai pu rencontrer des étudiants qui viennent de Paris, de Séoul, qui est en Corée du Sud, mon pays natal. Alors c'est quand même... ouais. Alors c'était vraiment une bonne opportunité de se faire des amis en dehors de ton programme. Ah, c'est super intéressant. Toi, Roxane, est-ce que tu as une activité en tête qui t'a marqué à l'UDM? J'ai pas fait tant d'activités que ça qui étaient planifiées, mais en même temps, j'ai fait plein de choses. Ça fait aucun sens, mais c'est ça, pareil. J'ai fait beaucoup d'implications. Ça, c'est sûr que pour moi, c'est super important. Puis je pense que c'est un bon moyen aussi d'aller vers les autres, puis de trouver des gens qui nous ressemblent ou qui nous ressemblent pas. Ça, pour moi, ça m'a vraiment aidé. Puis j'en ai fait, la première année, j'ai fait beaucoup d'implications ponctuelles dans divers projets. Puis là, je suis plus impliquée au niveau de l'association étudiante, mais tu sais, je suis tout le temps un peu partout. Fait que ça fait que, tu sais, je m'approprie aussi mon programme, puis je comprends mieux certaines affaires. Ça me permet de mettre en pratique des affaires que j'apprends. Ça me permet de mieux comprendre les gens. Tu sais, ça, je trouve que ça a vraiment aidé. Puis sinon, ben, c'est aussi beaucoup par petits groupes. Tu sais, c'était pas des gros groupes ou des activités préorganisées, mais on s'est rassemblés ensemble, les parents étudiants de mon programme, puis là, on s'organise des petits trucs ensemble. On s'est rassemblés naturellement. Tu sais, qui se ressemble, ça semble. La plupart des gens qui ont des neurodiversités dans mon programme, on s'est rassemblés. Puis, tu sais, on clique sur d'autres choses ensemble, puis on est capable de s'entraider quand on a besoin. Fait que, tu sais, c'est là que le réseau se construit, puis que ça fait en sorte qu'on est capable de se soutenir ensemble. Ouais, ça va moins bien. Ouais. Ben, Roxane et Yana, merci beaucoup. C'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Pour bonifier cet échange, nous avons demandé à Marie Fondère, psychologue à l'Université de Montréal et coordonnatrice du CSCP, le Centre de santé et de consultation psychologique de l'UDM, de nous en dire plus sur le sujet. Marie, bonjour. Bienvenue au balado. Donc, vous avez écouté l'échange avec Roxane et Yana. Je serais curieuse maintenant de vous entendre sur certains éléments qui ont été abordés. Donc, premièrement, on entend souvent que la santé mentale des étudiants ou étudiantes est plus fragile qu'avant. Est-ce que c'est juste? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut être très vigilant à répondre à cette question-là. Et il faut être vigilant. Je pense qu'on peut avoir la perception qu'en effet, là, depuis notamment, je pense, la COVID, là, que la santé mentale en général de la population va moins bien. Fait que si on parle en général, ben, on va évidemment aussi peut-être se rabattre là, sur la communauté étudiante. Mais comme je vous dis, il faut faire attention. Il y a beaucoup d'éléments qui vont rentrer en compte pour affirmer ce genre de propos-là. C'est sûr que la COVID a fragilisé tout le monde. On sait qu'il y a eu un impact important là, dans la vie quotidienne pendant un certain nombre de mois et que les gens ont vécu peut-être de l'isolement, mais pas peut-être, là, certainement, et que ça peut avoir amené là, différents éléments là, au niveau de la santé mentale de la population et de la communauté étudiante. Je dirais qu'il faut rester vigilant à ces choses-là, mais en effet, dans la clinique, on voit quand même qu'il y a des besoins qui sont importants et que moi, je dirais là, de ma propre expérience que les situations cliniques là, que je rencontre sont peut-être plus complexes. Il y a plus d'éléments qui viennent à se faufiler là, dans la santé mentale des gens, ou en tout cas qu'on identifie peut-être un peu mieux, parce que je pense que quand on parle de santé mentale, on en parle de plus en plus, fait qu'on est plus capable de repérer les éléments qui vont nous diriger pour dire, OK, il y a quelque chose qui se passe et il faut en prendre soin. On peut le dire en général que oui, il y a une fragilisation. Excellent. Merci. Puis en termes d'habitudes de vie, qu'est-ce qui est important selon vous à mettre en place pour une bonne santé, donc autant physique que mentale? Malheureusement, il n'y a rien de nouveau à vous dire. Hein? C'est assez classique. Hein? On va parler de l'hygiène de vie. Les premières choses qu'on va vérifier, c'est le sommeil, c'est l'alimentation. Hein? C'est des éléments qui sont importants. On va évidemment regarder les gestions du temps, les relations sociales, évidemment. Hein? Tout est important dans les relations familiales, sociales, et de trouver chacun à sa façon un équilibre avec les études qui viennent se greffer, évidemment,
et le stress qu'amènent les études. Là. Donc, mais il n'y a rien de nouveau. Hein. Les activités physiques, les activités sportives, bien sûr, on va les mettre de l'avant. Bon, on a comme un beau centre ici là, qui nous le permet. Mais je pense que c'est sûr que quand on parle du milieu universitaire, les relations sociales entre étudiants avec les gens qu'on côtoie au quotidien, à l'intérieur des cours, et les gens qu'on voit, bon, que ce soit en colocation, etc. Je pense que d'avoir des bonnes relations, ça aide toujours. Oui, ça peut faire de bonnes. C'est quand même assez clair que pour être en mode d'apprentissage, je pense qu'il faut toujours avoir en tête qu'il va y avoir une belle vie affective qui nous permet d'apprendre. Quand c'est plus difficile de façon dans notre vie émotionnelle, notre disponibilité à l'apprentissage n'est pas le même. Je pense qu'il faut rester vigilant à ça. Oui, garder ça en tête. Super intéressant, mais... Puis en terminant, quels sont les programmes de sensibilisation à la santé mentale à l'UDM pour les étudiants et les étudiants? Bien, on en a pas mal quand même, je vous dirais. Là, bon, il y a toute la campagne « Tout le monde a débat qui existe là, depuis quand même un petit bout. C'est sûr que pour nous, là, au CSCP, là, on a plusieurs activités de prévention, que ce soit les sentinelles. On a les sentinelles qui sont dans tous les départements, qui sont des personnes qui affichent sur leur porte, là, qui sont disponibles à écouter, à diriger si vous n'allez pas bien. C'est vraiment les sentinelles sont formées par des psychologues là, du CSCP. Il y a le programme des pères aidants qui est aussi chapeauté un peu par le CSCP, où on encourage les étudiants entre eux, évidemment, à s'apporter du support. Puis, bon, il y a toutes sortes d'activités, là, je pense, assez régulièrement. Là, il y avait la semaine de la relaxation, là, il y avait comme... des activités un peu partout dans le campus. Donc, je pense qu'on est assez actifs là, pour à la fois sensibiliser, offrir des services et essayer de prévenir le plus que possible là, les difficultés au niveau de la santé mentale, puis la poursuite des études. Pour nous, ce qui est important, c'est vraiment de soutenir, évidemment, là, le processus d'apprentissage. On a aussi, je parle du CSCP, mais on a aussi au service à la vie étudiante tout ce qui est l'aide financière. Il y a aussi tout le soutien aux apprentissages, le César aussi, où il y a vraiment différents endroits, je veux dire, là, où on peut aider et soutenir là, les étudiants dans leur processus universitaire. Merci beaucoup, Marie. Je suis certaine que ce que vous avez apporté à la discussion va aider et rassurer plusieurs personnes. Merci. Voilà ce qui met fin à l'épisode. Merci à tous et à toutes de votre écoute. Je tiens à saluer une fois de plus mes invités et à remercier la Bibliothèque des lettres et des sciences humaines pour le chaleureux accueil. Vous avez aimé le balado? Je vous invite à découvrir nos autres épisodes, dont ceux de la saison 1 sur les études au cycle supérieur, sur votre plateforme d'écoute préférée. À la prochaine!